Nous sommes sur notre chaîne YouTube en même temps que cet enregistrement-là. Rebonjour à tous et bienvenue à cette rencontre avec Madame Laurie Michel qui nous vient de Saint-Sauveur au Québec, hein, une belle région avec son accent du Midi, encore plus pour mettre de la couleur et du soleil. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'hyperconnectivité. Hein. On le sait, on est tous touchés par les effets numériques. Notre téléphone nous suit en permanence quand on n'est pas sur l'ordinateur, etc., sur les réseaux sociaux. Et Laurie, aujourd'hui, va nous parler un petit peu que ça peut être nocif. Oui, il y a beaucoup d'avantages à être connecté. On peut communiquer directement, instantanément avec les personnes à qui on doit être en communication. Mais ça peut avoir un effet nocif aussi hein, sur notre bien-être et notre productivité au travail. C'est un peu les impacts de l'hyperconnectivité que Laurie va nous parler aujourd'hui. Juste avant, si vous le permettez, de vous présenter Laurie, je vais vous dire quelques mots sur le cabinet conseil RHRE. Donc, nous sommes un cabinet qui existe depuis une vingtaine d'années. Particulièrement, nous offrons de la consultation, de la formation et du coaching. On accompagne les entreprises et le personnel, hein, les individus qui forment les différentes organisations, c'est important aussi. Puis notre engagement, c'est d'apporter une contribution significative aux équipes de travail, aux décideurs, pour tout ce qui est avancement, management RH et aussi le volet management du secteur énergie, les ressources énergétiques, que ce soit au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, on sait que tous les changements climatiques sont un défi pour chacun. On a déjà mis la table hein, pour le sujet. Avant de présenter Laurie, je vais rappeler quelques consignes. Donc, vous avez toujours pour les personnes qui sont avec nous, la discussion et le chat que vous pouvez inscrire directement. Vous pourrez aussi ouvrir vos micros au moment où vous avez envie de faire une intervention. Et à la fin de la présentation de Laurie, nous pourrons aussi ouvrir les caméras pour ceux qui sont intéressés à poursuivre l'échange et n'hésitez pas, quelles que soient vos questions ou autres. Puis, il y a le sondage aussi. Laurie a préparé quelques questions. Hein. Elle veut savoir qu'est-ce que ça vous touche, l'hyperconnectivité dans votre quotidien. Puis, on a un petit sondage aussi qui sera à la fin de la rencontre. Donc, sans plus tarder, je vous présente Laurie Michel, hein, qui est la fondatrice de Vivala. Vivala, c'est déjà un terme très vivant. Hein? Puis, c'est la première entreprise québécoise spécialisée dans le bien-être numérique. Dieu sait qu'on en a grandement besoin. Donc, sa première mission, c'est d'aider la communauté à instaurer de saines habitudes autour de la technologie. Elle est conférencière et auteure, hein, un livre moins d'écran, plus de moments présents. Bien ça, à l'approche de la période des fêtes, je pense que c'est un bon message et peut-être même un cadeau à offrir. Tu pourrais nous dire, Laurie, à la fin, comment on peut se procurer ton volume aussi. Avec plaisir. Donc, sans plus tarder, Laurie, je te passe la parole et dis-nous-en un petit peu plus là, sur l'hyperconnectivité et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des meilleures habitudes. Fantastique. Oui, merci beaucoup, Joanne, pour cette belle présentation. Je vais te demander de me repartager la fonction de hôte pour que je puisse partager mon écran. Super. Et donc, on va démarrer. Je pense que vous le voyez bien. J'ai la confirmation sur mon écran. Donc, je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous pour vous parler, comme l'a mentionné Joanne, de bien-être numérique. Donc, c'est une introduction hein, qu'on va faire au bien-être numérique.
à l'hyperconnectivité, comprendre un petit peu les enjeux pour accéder à la déconnexion. Vous l'avez compris, mon nom est Laurie Michel, je suis la fondatrice de Vivala. Vivala a été lancé en 2019 et on a sensibilisé plus de 10 000 personnes au cours des 12 derniers mois donc, aux enjeux de l'hyperconnectivité. Alors, je vais vous mettre au défi ce matin, c'est certain, de passer votre téléphone cellulaire en mode avion ou ne pas déranger. Je vais aussi vous demander de fermer les onglets courriel, clavardage, réseaux sociaux, s'ils sont ouverts. Je sais que le monde entier vous invite à faire du multitâche, mais on va essayer de résister aujourd'hui ensemble pour quelques minutes. Et l'idée, ça va être d'être dans le moment présent à 100% avec moi. Alors, tout a commencé en 2016. À cette époque, je vis en Californie et on m'invite à un des plus grands galas à côté donc, de Los Angeles, le Festival du film de Santa Barbara. Donc, je dis oui avec grand plaisir. Je suis donc dans la soirée, elle bat son plein, on m'invite à aller danser. Et on m'assure que je peux poser mes affaires, ma petite pochette de soirée, le temps d'une chanson. Il n'y a pas de problème. Tout est très sécurisé dans cette place. Donc, je m'amuse le temps d'une chanson. Puis quand je reviens, ma pochette de soirée a disparu. J'ai absolument tout dans cette pochette de soirée. J'ai mes clés de voiture, mes clés de maison, mes cartes de crédit, carte d'assurance maladie. J'ai mon passeport avec mon visa qui me permet de travailler sur le sol américain. Mais la seule chose à laquelle je pense, c'est que j'ai mon téléphone cellulaire dans cette pochette. Alors là, c'est la panique générale. Les amis avec qui je suis venue à la soirée ne sont plus à côté de moi. Impossible de les rejoindre. Je ne connais pas leur numéro de téléphone par cœur. Est-ce que vous connaissez les numéros de vos proches par cœur? J'arrive à me faire raccompagner par un agent de sécurité qui est sur place. Donc, je rentre dans la maison. La première chose que je fais, j'ouvre mon laptop pour avertir le monde entier, ma famille, mes amis qui sont au Québec, en France, que j'ai perdu mon téléphone cellulaire. Alors, je vous assure que cette nuit-là est un véritable cauchemar. Je l'entends sonner alors qu'il ne sonne pas. Je tends la main à sa recherche. Je commence à avoir des maux de ventre. Je suis stressée. Je me sens vraiment pas bien. Le lendemain, je pars travailler. Et je suis absente. Dans ma tête, je suis complètement vide, stressée, éteinte. Je ne fais que penser à lui. Et si, on m'a envoyé un message important, et si je manquais l'opportunité de ma vie? Ce que je ne savais pas à cette époque, c'est que je souffrais de nomophobie. Alors, la nomophobie, ça nous vient du mot anglais no mobile phobia, qui est la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. Alors, je vais avoir beaucoup de chance. Je récupérerai ma pochette de soirée quelques heures plus tard et je vous laisse deviner quelle est la première chose que j'ai vérifiée en récupérant ma pochette de soirée. Ce n'est pas si j'avais mon visa et mon passeport, c'est bel et bien si mon téléphone cellulaire était à l'intérieur. Alors, je suis rentrée à Montréal quelques mois plus tard et ma relation avec la technologie, le téléphone cellulaire, s'est empirée. À cette époque-là, j'étais responsable marketing numérique, donc je faisais tout ce qui était gestion, notoriété de marque et réseaux sociaux. Et je vivais avec mon téléphone cellulaire collé en permanence à ma main. J'étais constamment disponible pour mes équipes au travail, bien que c'était complètement inutile. On s'entend qu'on ne sauvait absolument pas des vies. Et au bout de quelques mois, je me suis brûlé les ailes. Je suis passée très proche de l'épuisement. Vivala a pris tout son envol quelques mois plus tard avec donc, une mission, aider la communauté à mettre en place de saines habitudes autour de la technologie. Parce que c'est un fait, la nouvelle technologie, elle est arrivée de façon fulgurante dans nos vies. Le téléphone cellulaire a révolutionné notre accès aux informations, notre façon de communiquer et d'être disponible. Et nous, utilisateurs, c'est le mot qu'utilisent les plateformes web pour nous appeler, on n'a pas été véritablement éduqués à la bonne façon de l'utiliser, cette technologie-là. Et ce n'est pas parce que la technologie nous permet d'être constamment joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que c'est bénéfique pour nous. On n'a pas été sensibilisés à
au côté obscur un petit peu du numérique. Et c'est là toute la mission donc de Vivala, sensibiliser aux enjeux de l'hyperconnectivité, comprendre les bénéfices de la déconnexion numérique à travers des services et des produits d'aide à la déconnexion. On fait ce travail pour aider la communauté à reprendre un petit peu le contrôle sur leur façon de gérer la technologie. Alors peut-être que certaines images vont vous faire sourire, peut-être que vous allez même vous reconnaître par rapport à certaines situations que vous avez ici à l'écran. Et puis il suffit d'observer autour de vous. Je vous invite à regarder dans les prochains jours, prochaines semaines, quand on va au supermarché, quand on est en file d'attente, quand on est en voiture un petit peu plus dangereux, notre petit écran est très souvent avec nous quand on se déplace. Alors, on va définir un petit peu l'hyperconnectivité. C'est quoi l'hyperconnectivité? L'hyperconnectivité, c'est un usage élevé, voire excessif d'Internet et de la technologie. En résumé, c'est mettre le numérique au cœur de toute sa vie. Il faut savoir qu'il y a 7 personnes sur 10 qui ont déjà essayé de reprendre le contrôle sur leur consommation numérique sans y parvenir. Alors, pourquoi? Parce que la technologie a créé chez nous des habitudes, des gestes automatiques qu'il nous faut en fait apprendre à défaire. Alors, cette sollicitation permanente, elle occasionne des problèmes de gestion des priorités, d'organisation. On va le voir un petit peu plus en détail. Côté santé, également physique et mentale. Cet excès aussi de communication vient perturber notre frontière entre la vie personnelle et professionnelle, encore plus aujourd'hui avec les modes hybrides et télétravail, ce qui vient secouer un petit peu notre conciliation famille-travail. On a tous une personne dans notre entourage qui nous a déjà dit à quoi ça sert d'avoir un téléphone cellulaire si tu ne réponds pas quand je t'appelle. Je vous laisse, ça va vous faire sourire quelques instants. La technologie nous invite à instaurer comme un comportement de disponibilité constante. Il y a comme des règles un petit peu non écrites qui se sont développées autour de ce monde connecté qu'on connaît aujourd'hui, comme quoi être constamment disponible, ça veut dire qu'on est quelqu'un de confiance, que répondre très rapidement à un message, ça veut dire qu'on est quelqu'un de sérieux, qu'être constamment sur son téléphone cellulaire, ça veut dire qu'on est occupé, qu'on sait des choses, qu'on est dans le coup, donc qu'on a du succès, ou encore qu'un expert doit tout savoir immédiatement si c'est un véritable expert dans son champ d'expertise. On nous a un petit peu conditionnés à ne plus attendre. On veut tout savoir immédiatement, on veut répondre immédiatement. Aujourd'hui, un site web charge en 3 secondes, sinon on va passer à autre chose. Donc, c'est un petit peu dans cet univers-là qu'on a créé des habitudes qui parfois peuvent être nocives pour nous. Et un autre aspect aussi, c'est la quantité d'informations, d'opportunités en ligne qu'on va avoir aujourd'hui avec le web. On tremble à l'idée de manquer quelque chose. Vous souffrez peut-être du syndrome de FOMO. C'est une des questions d'ailleurs que j'ai à vous poser ce matin. Donc, le syndrome FOMO, Fear of Missing Out en anglais, qui veut dire donc cette peur qu'on a de manquer quelque chose à chacune de nos déconnexions. Il faut savoir qu'en moyenne, on aurait plus de 100 000 mots à traiter en seulement 24 heures. 100 000 mots. C'est l'équivalent d'un livre de 400 pages. C'est ça aujourd'hui la réalité de notre monde hyper connecté. Et est-ce que tu veux que je lance le sondage, Laurie? Oui, je voudrais bien que tu lances le sondage, au moins pour la première question. Tout à fait. J'ai aussi pour les gens qui sont avec nous, donné la possibilité, le micro est là si jamais vous voulez ouvrir. Mais je vais lancer la première question qui est... Souffrez-vous du syndrome? C'était plus le lâcher-prise. Ah, d'accord. OK, sinon, on peut les garder pour la fin, puis on pourra faire le sondage. Attends, Ça lance déjà la première réflexion aux gens qui sont parmi nous ce matin. Je l'ai ici, le syndrome Fantastique. FOMO. Donc, Fantastique. vous pouvez répondre directement pour ceux qui sont avec nous.
La réponse va nous parvenir. Donc, Fantastique. souffrez-vous du syndrome FOMO? Tu vas nous apprendre quelques acronymes ce matin, là. Oui, tout à fait. Bon, c'est quelque chose qui s'est beaucoup décuplé, on va dire, avec notamment les réseaux sociaux, on va le voir, qui sont une source d'information aujourd'hui et d'échanges. C'est la première source même de connexion hein, dans notre journée. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup d'informations à traiter et on a peur, en effet, de ne pas tout savoir, de manquer des choses. Donc, on a une personne qui nous a répondu et elle a répondu qu'elle ne savait pas. J'avoue D'accord, que très moi bien. aussi, c'est ce que j'aurais répondu. C'est très pertinent comme réponse en fait parce que c'est important de se questionner. Des fois, on ne s'en rend pas compte, puis c'est vraiment toute la mission de Vivala, c'est de sensibiliser à nos actions autour de la technologie. Donc, réfléchir peut-être la prochaine fois qu'on va consommer la technologie ou qu'on veut répondre immédiatement pourquoi j'ai ce geste. Euh, on va poursuivre, hein. Je ne sais pas s'il y aura d'autres réponses. Euh, C'est bon. Super. Euh, un aspect aussi important de la technologie, on ne va pas rentrer dans le détail de comment elle est construite parce que c'est un petit peu long. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire ça. Mais il y avait quelque chose que je voulais vous partager aussi aujourd'hui, c'est le jeu de réciprocité qui se passe avec la technologie aujourd'hui. J'envoie un courriel, je m'attends à avoir un retour. J'écris dans le clavardage, je m'attends à avoir une réponse de mon collègue. Alors, on y pense souvent. Parfois, on va faire du multitâche. On va arrêter des choses importantes pour faire quelque chose qui est non urgent parce qu'on veut satisfaire les autres, parce qu'on veut les aider ou parce qu'on a la difficulté à se concentrer également. Alors, l'idée avec notre mission n'est pas du tout de diaboliser la technologie, elle est fantastique. Et vous l'entendez, j'ai un petit accent du sud-ouest. Joanne en a parlé en introduction. Je suis originaire de Toulouse, en France. Et vous pouvez me croire, je suis bien heureuse de pouvoir faire des appels conférences avec ma famille, mes amis, régulièrement, de rester connectée avec eux, de pouvoir les voir. C'est fantastique. L'idée est plus de parler d'hyperconnectivité. Donc, comment ça peut impacter notre santé mentale, physique, nos relations sociales, notre productivité et efficacité au travail, mais également la planète. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée de génie quand vous êtes dans votre baignoire ou en pleine promenade en forêt. Il n'y a aucun hasard là-dedans, hein. Notre cerveau, il a besoin de pause, il a besoin d'arrêt, de sollicitation. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire avec la technologie. On est constamment dans nos têtes. Notre téléphone est notre meilleur allié pour réduire toute notre période d'ennui, d'arrêt, de pause. Et ça peut mener à des problèmes de stress, d'anxiété, fameuse nomophobie dont j'ai parlé en introduction, dont j'ai souffert pendant un certain nombre de temps. Ça impacte aussi notre façon de travailler, hein. Je le disais, le multitâche, un petit peu problématique aussi pour avoir de nouvelles idées, pour se concentrer. Côté physique également, on passe plus de 7 heures par jour sur Internet, en mode souvent qui est sédentaire. On prend des positions parfois qui ne sont pas adéquates non plus pour notre nuque, notre cou, notre dos, le syndrome de Tech-Neck notamment, hein. Donc, c'est très important à apprendre à travailler et consommer le numérique aussi pour notre corps. Pensez aussi aux pauses, hein, ne pas fonctionner comme des robots sans arrêt. Enfin, la productivité, efficacité au travail. Les distractions numériques occasionnent une perte de temps dans une journée au travail de 28%, notamment à cause de la consommation. On peut avoir les réseaux sociaux, clavardage qui est mal réglé, gestion des courriels qui n'est pas idéale. Ça peut empiéter eh bien, sur notre performance au travail, mais également sur notre conciliation famille-travail parce qu'on décale notre tâche importante dans la journée et on va avoir eh bien, de la difficulté dans nos délais pour rendre notre travail. Enfin, pollution numérique, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on pense à notre consommation
autour de la technologie, mais la pollution numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est aussi élevé que le secteur aérien. Donc, si vous avez, par exemple, des outils à la maison que vous n'utilisez plus, des écrans qui sont au fin fond d'un placard ou d'un tiroir, je vous invite à les amener. Il y a des entreprises spécialisées dans le recyclage. Il y a uniquement 5% des appareils qui sont recyclés dans le monde. On en a certainement à la maison. Je vous invite à faire un petit geste. Je serais curieuse de vous entendre maintenant sur votre perception du mot déconnexion. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel à mettre à l'agenda face à cette connectivité pour prendre soin de soi, notamment, c'est la déconnexion, c'est le silence numérique. Alors là, ce sera une autre de mes questions. Est-ce que vous avez la difficulté à lâcher prise? Joanne, je te laisse lancer la deuxième question. Et n'hésitez pas à peut-être ouvrir vos micros et échanger avec moi. Pour vous, le mot déconnexion, ça évoque quoi? Pas tout le monde à la fois. Attends un petit peu. Déjà, je vais trouver... Tu dis de lâcher prise, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, donc on va lancer. Et puis, entre-temps, peut-être, la déconnexion, moi, je dirais, ça me fait penser à deux trucs. Ça me fait penser à faire du bien, là, la pause que tu as parlé du cerveau, hein, parce qu'on en a besoin. Ça m'a fait rigoler quand tu as projeté les images, là, parce que nous, à la maison, c'est interdit d'avoir le numérique au lit, D'accord. par exemple. Par contre, il y a d'autres endroits dans la maison où il y a quelques membres de la maison qui apportent le numérique et avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord. Donc, si je mets fin ici et je partage les résultats, donc il y a une personne qui dit oui, elle peut avoir de la difficulté à lâcher prise. C'est pas évident vraiment hein, de... Non, en effet, parce que c'est ça, il y a tout un jeu hein, autour de nos outils connectés. Et c'est vrai que notre perception parfois de la déconnexion peut aussi jouer. Alors moi, je vais vous partager ma perception de la déconnexion. Pour moi, c'est prendre soin de moi. Donc ça rejoint un petit peu aussi, Joanne, la pause du cerveau. Moi, il y a un autre aspect aussi qui est la stimulation de mes sens. On se déconnecte de plus en plus hein, de notre corps, de nos sens. Et pour moi, la déconnexion, c'est aller en forêt, écouter les oiseaux, sentir les odeurs de sapin, par exemple, m'autoriser à ralentir, me reconnecter un petit peu à moi, Laurie, l'humaine. Alors, je vous invite à réfléchir à votre perception de l'acte de déconnexion. On pourrait identifier plusieurs défis qu'on va avoir autour de cet acte de déconnexion. Dans un premier... Oui? Si tu permets, Laurie, j'aimerais peut-être ajouter l'élément que dans la déconnexion, c'est comme ça peut faire peur. On est comme déconnecté avec notre présent parce qu'on est tellement attentif donc, à notre connexion numérique que ce qui se passe autour, et je ne sais pas si dans ta présentation, mais il y a une vidéo qui a été partagée beaucoup sur le web, là, qui était les études qui ont été faites avec les enfants qui sont dans une cuisine, sur des tablettes. Les parents Oui. passent derrière, les enfants ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont... Ils changent les Ouais. parents. C'est-à-dire que les parents ne sont pas leurs vrais parents pendant le test de cette vidéo. C'est-à-dire que les parents sortent de la pièce et ils font rentrer des inconnus dans la pièce et les enfants ne s'en rendent pas compte. Tout Les à enfants fait. sont complètement en fait aspirés par les écrans. Puis c'est vraiment qu'est-ce qui se passe hein, avec certains comportements autour de la technologie. Et c'est un bon exemple parce que
c'est de ça que je voulais parler, le profil technologique. On a tous une façon d'utiliser la technologie. On a tous des signaux qui nous poussent à consommer la technologie. Donc, peut-être les enfants, ça va être des jeux, ça va être des échanges avec les amis. Nous, on en a d'autres. Ça peut être le travail, ça peut être les collègues, ça peut être tout plein de choses, parce qu'on peut faire tellement de choses aujourd'hui avec la technologie. Donc, la première étape de réflexion, c'est vraiment de se questionner un petit peu sur comment on va utiliser la technologie, quels sont nos signaux, pourquoi j'ai ce geste autour de mon écran. Je te laisse poursuivre. L'autre point également qui va venir jouer avec notre potentiel, j'ai envie de dire, de déconnexion, ça va être la culture d'entreprise. C'est certain qu'on passe plus de 7 heures par jour à travailler, donc avec nos collègues dans la sphère professionnelle. Donc, ça va aussi impacter considérablement notre potentiel pour lâcher prise, se déconnecter. Alors oui, je dois l'avouer, j'ai déjà envoyé des courriels à 22 heures du soir à des collègues et j'étais très, très fière de moi parce que j'avais l'impression que ça montrait que j'étais motivée, que j'étais investie dans mon rôle, qu'on pouvait compter sur moi. Et j'étais certaine que ça me faisait gagner des points aussi par rapport à mon gestionnaire. Je ne pensais absolument pas au message implicite que cela pouvait envoyer aux autres, hein, cette espèce d'un petit peu culture du sans-repos, constamment en train de réfléchir au travail. On a tous un rôle à jouer dans l'hyperconnectivité des autres. Nos actions en ligne impactent nos interlocuteurs et il est certain que la sphère professionnelle joue un rôle dans notre relation avec la technologie et notre accès à la déconnexion. Alors, je voulais vous faire une petite présentation également côté un petit peu plus légal dans le monde autour du droit à la déconnexion. Ça, c'est une carte des pays dans le monde qui ont légiféré autour de la déconnexion. Donc, les Philippines, la Corée du Sud et la France ont été parmi les premiers à instaurer une loi qui, on va prendre l'exemple de la France. L'exemple de la France, les entreprises qui ont des employés, plus de 50 employés, ont donc l'obligation de mettre en place une politique du droit à la déconnexion. Donc, le droit à la déconnexion, c'est quoi? C'est-à-dire que l'employé a le droit de ne pas répondre aux messages, ne pas être disponible, joignable sur ses outils personnels, mais aussi professionnels en dehors des heures de travail, sauf en cas d'urgence. Alors, ce que nous a appris la France, il y a l'Ontario aussi, ici au Canada, hein, qui a légiféré en juin dernier. Donc, nous, c'est 25 employés et plus. Et ce qu'on a appris, c'est que, en France, il n'y a pas véritablement de sanctions autour de cette loi. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place la politique de déconnexion dans leur manuel employé, mais ça n'a pas véritablement impacté, la vie, le travail, ce lâcher prise des équipes parce qu'elles n'ont pas été sensibilisées. Il y a le Portugal qui est, je l'ai oublié sur ma petite carte, le Portugal a légiféré l'an passé. Eux prévoient à peu près 10 000 $ de sanctions si jamais il y a des abus donc, face à cette loi. C'est en cours, donc à suivre, n'est-ce pas? Le droit à la déconnexion, la loi, c'est bien pour lancer la discussion sur la problématique de l'hyperconnectivité et des temps de pause, hein. On a besoin de s'arrêter, on a besoin de se reposer, on n'est pas des machines, hein. Mais ce n'est pas véritablement la solution qu'on aurait pu imaginer pour véritablement aider les équipes. Aider les équipes, il faut les sensibiliser à l'hyperconnectivité. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre les enjeux véritables autour de cette connexion constante avec nos outils numériques. Donc, il y a vraiment un travail de formation à faire avec ces équipes et aussi un travail à l'interne d'action à mettre en place pour faire vivre ce bien-être numérique, ce droit à la déconnexion. Je voulais vous partager 5 raisons d'agir en tant qu'organisation autour de l'hyperconnectivité, autour du droit à la déconnexion. Dans un premier temps, c'est sûr, la culture d'entreprise va être bonifiée. On va avoir des employés qui vont être plus heureux parce qu'ils vont avoir accès à des temps de repos sans anxiété, sans culpabilisation aussi, hein, pour prendre le temps de recharger les batteries.
On va avoir une performance saine qui va être prônée en interne. On va faire attention à la conciliation famille-travail. On va aussi octroyer des pauses efficaces dans les journées de travail pour aider les équipes à être plus performantes. Bien-être des équipes également, hein, santé mentale, santé physique, qui va impacter leur motivation, la fidélisation des meilleurs joueurs et la cohésion sociale aussi, parce que c'est un volet très large à couvrir, hein, aujourd'hui qu'on essaie de condenser pendant cette présentation, mais il y a aussi des enjeux de communication. Ça va améliorer les échanges dans les équipes, ça va limiter les tensions entre collègues et c'est certain que c'est quelque chose de gagnant pour l'ensemble de son organisation. Alors, il faut savoir qu'un adulte ouvre en moyenne son téléphone 160 fois par jour. C'est une fois toutes les 9 minutes. Alors, je vous invite, je vous l'ai dit déjà, à observer vos gestes dans les prochains jours autour du téléphone parce que c'est l'outil qui est le plus utilisé pour naviguer sur Internet. Félicitations, vous venez de passer presque 30 minutes sans avoir consulté votre téléphone, du moins je l'espère. Je reste parmi vous si vous avez des questions, des commentaires, des anecdotes. Je pense qu'il reste une question aussi à répondre. Joanne, je te laisse Oui, poursuivre tout à fait. avec On va cela. aller voir. C'était, je crois, la question. Se déconnecter, cela veut-il dire que l'on est moins ambitieux? On peut ouvrir la discussion avec cette question. Vous avez toujours le sondage accessible. Bien, c'est fort intéressant, Laurie, parce que effectivement, je crois qu'on ne prend pas assez conscience de nos gestes, de nos habitudes. Donc, les deux personnes ont répondu que non. Ça ne veut pas dire qu'on est moins ambitieux. Je pense que elles sont d'avis sur les éléments que tu as partagés. Je vous invite encore une fois soit à lever la main ou à ouvrir votre micro si vous avez des questions pour Laurie. Moi, Laurie, j'aimerais ça revenir sur, il y a un truc que tu nous as parlé de 20, tu nous as balancé quand même quelques chiffres, hein? C'est très intéressant aussi de voir les pays qui ont, à ce stade-ci, emboîté le pas, comme on dit, pour mettre des balises dans les milieux de travail parce que, comme l'exemple que tu nous as donné, je pense qu'il n'est pas un exemple exclusif d'envoyer des courriels à 10 heures le soir. Moi, il m'arrive des fois de me lever le matin, je regarde les collègues qui m'ont écrit à minuit, mais la première chose quand je leur parle, je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'écris à minuit le soir? Non, on va pouvoir se reparler. Il y a une autre journée qui va être entamée. Donc, je reviens à la question que tu nous as parlé d'une perte de 28 %. J'ai pas. Une perte de quoi? Une perte de temps. Les distractions numériques occasionnent une perte de temps de 28 % dans une journée de travail, donc souvent à cause de comportements qu'on va développer, comme la procrastination numérique que j'appelle. Procrastiner souvent en allant visionner du numérique, ça nous prend de l'énergie, donc après on va perdre du temps, c'est certain, sur notre tâche importante de la journée, mais également avoir la difficulté à se concentrer pour le reste de la journée. Le multitâche, etc. Il y a plein de comportements qu'on va développer et qui vont nous occasionner une grosse perte de temps et d'énergie Ce dans qui notre veut journée de dire travail. que sur 100 heures au travail, il y en a 28 qui sont plus ou moins valables pour notre rendement, pour les tâches qu'on doit accomplir. C'est Oui, ça que tout à fait. Tout à fait. Puis, il y a un point quand même à mentionner, c'est que procrastiner, c'est naturel. Donc, quand on fait une pause, on va prendre un café, on s'entend que ça peut être productif pour nous. On laisse son cerveau se couper un petit peu de qu'est-ce qu'on était en train de faire. Il va pouvoir traiter les informations, nous amener peut-être des pistes de solutions, des idées. Quand on continue à le stimuler
en faisant du multitâche, en allant voir les courriels au lieu de commencer sa tâche, on ne prend pas de pause, on continue vraiment à lui prendre de l'énergie. Donc, c'est là où ça devient en plus problématique pour notre efficacité pour le reste de la journée. Et j'ai une question pour toi, puis après ça, j'en aurai une pour peut-être les participants. Est-ce que tu crois que, parce que tu as dit que tu as lancé la compagnie Vivala juste un peu avant la pandémie, est-ce que tu crois, et donc déjà avant la pandémie, tu manifestais ce besoin-là là, de décrocher du numérique, hein? C'est encore plus que se déconnecter, décrocher complètement parce que quand on frise l'épuisement professionnel, il faut vraiment être averti pour ne pas se retrouver là-dessus. Est-ce que tu crois que la pandémie a accentué Oui, il y a les, eu les il y a eu mauvaises habitudes? mais je dirais qu'il y a eu du bon puis du moins bon. On va commencer par le moins bon, puis on va finir sur le bon. Le moins bon, c'est certain que le télétravail a été un énorme défi pour bien des équipes. Les personnes se sont retrouvées à la maison. À la fois, c'était l'endroit où on travaille et à la fois l'endroit où on est censé lâcher la pression, se déconnecter, partager des moments en famille. Donc, ça a été un véritable défi pour la conciliation famille-travail. Les gens qui avaient déjà de la difficulté à se déconnecter en allant au bureau, là, ça a été un cauchemar pour ces personnes-là parce qu'il n'y avait plus de limite. Il n'y avait plus de limite puisque la place physique, en fait, devenait tout, à la fois le travail, puis à la fois le personnel. Exact. Mais il y a eu aussi, c'est ça. Mais il y a eu aussi du bon dans le sens où ça a éveillé aussi pas mal de conscience de gestionnaires, notamment, qui voyaient leur équipe avoir vraiment beaucoup de difficultés et qui ont fait le pas pour aider les équipes à mettre en place des solutions, autant en interne que pour elles aussi, pour les aider avec la technologie, parce que c'est un travail d'équipe, hein, j'ai envie de dire. Oui, nous, personnellement, on a un travail à faire sur notre façon de gérer la technologie, mais il y a aussi un défi à faire dans l'organisation. Tu le disais, tu reçois des courriels à minuit le soir. Donc, c'est aussi un enjeu sociétal à l'extérieur, mais aussi dans l'organisation. On sait que tu travailles avec l'organisme Concilivie. J'aimerais te poser la question au niveau de tes clients au Québec. Tu nous as brossé le tableau international, à savoir les pays qui étaient conscients. Et on a vu que les premières politiques datent de 2016, c'est bien Mhm, ça? mhm. Donc, il y en a qui ont déjà 6 ans de maturité à gérer le droit de la déconnexion, alors que nous, au Canada, on vient à peine de commencer et c'est l'Ontario. On sait qu'au Québec, il y a un projet de loi qui a été déposé. J'aimerais savoir de ton côté, est-ce que tu sens vraiment que les entreprises québécoises où il y a une certaine conscience là, de cette hyperconnectivité-là où je suis surprise, moi, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en décembre, mais je pensais qu'il y aurait plus de gens là, qui se sentiraient touchés par l'hyperconnectivité. C'est certain que c'est la fin d'année. Il y a beaucoup de gens qui sont en course contre la montre juste avant les vacances. Oui, il y a une conscientisation quand même qui se fait Québec, Canada même, puisqu'on a des entreprises, je travaille avec des entreprises qui ont des équipes un petit peu partout dans le pays. Après, parfois, le mot fait peur aussi. Parce que il y a certaines entreprises, je pense, qui sont effrayées par le fait que leurs employés ne soient pas disponibles en dehors des heures de travail. Cette espèce de accès constant hein, qu'on a autorisé, en un sens, avec nos outils technologiques aujourd'hui, euh, ça devient un défi pour certaines personnes de ne plus de ne plus pouvoir joindre les autres. Donc, Oui, il y a vraiment effectivement.
un défi pour les gestionnaires, pour les entrepreneurs, de faire ce travail aussi sur eux, de se sensibiliser à cette problématique, à ce qu'ils vivent, à se mettre un petit peu dans les souliers de leurs équipes pour pouvoir accéder à… C'est très important la déconnexion aujourd'hui. On va pas pouvoir continuer comme ça. On a une pénurie d'employés aujourd'hui. On a des équipes qui sont épuisées. On a aussi des gestionnaires qui sont épuisés. La déconnexion, c'est la clé pour la saine performance. C'est la clé pour des équipes qui veulent rester motivées. C'est impératif de lancer la discussion autour de ça. Bien, en tout cas, je partage ton point de vue là-dessus, hein. J'espère qu'il y aura plus d'entreprises québécoises qui veilleront aux saines habitudes parce que ça fait partie aussi d'une responsabilité, je dirais, corporative et sociale en même temps, hein. On doit être sensibilisé aux gens qui sont autour de nous, que ce soit les collègues, les amis, la famille ou autres, sur ce phénomène-là, hein. Tu nous as parlé de nomophobie, Oui. hein? Tu nous as parlé de FOMO. Donc, tous des phénomènes sur lesquels je pense qu'on doit être très attentif. Tu nous rappelles un petit peu la nomophobie et le phénomène FOMO? Oui, donc la nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. On peut avoir des symptômes un petit peu comme moi j'ai vécu quand j'ai eu ma première grosse crise en Californie. Donc c'est du stress, de l'anxiété à l'idée de ne pas avoir son téléphone. Ça peut être aussi à l'idée de ne pas avoir de réseau Internet. Il y a certaines personnes qui partent en congé, puis elles choisissent les lieux avec un accès au Wi-Fi, à l'Internet, parce qu'elles ne sont pas en mesure sinon de partir dans Elles un ont endroit qui n'aura l'impression pas… d'être coupées de la planète, là. Exactement. D'être même en danger, hein, ça va jusque-là, hein. Il y a des personnes qui ont même peur de sortir de chez elles parce qu'elles pensent être en danger si on n'a pas le téléphone cellulaire dans les mains. L'humanité a survécu jusqu'à maintenant. Je pense qu'on peut essayer des fois de s'entraîner à s'en détacher un petit peu plus. Et C'est d'ailleurs, sûr. c'est peut-être une introduction que je pourrais faire à mon livre. Tu le mentionnais en entrée, j'ai écrit un livre avec une psychologue clinicienne donc qui traite de patients de cyberdépendance. Donc là, c'est le stade au-dessus de l'hyperconnectivité. Mais elle m'a aidé à travailler en fait un programme que moi j'avais mis en place, j'ai servi de cobaye dans mon époque nomophobe. Donc c'est 30 jours d'accompagnement, 30 thèmes qui sont traités dans le livre. Et l'idée, c'est qu'à chaque jour, il y a une piste de réflexion, un défi ou un exercice à faire pour que la personne, à la fin des 30 jours, puisse instaurer une routine de connexion et de déconnexion pour l'aider à reprendre le contrôle sur son temps d'écran, notamment autour du téléphone cellulaire. Tous les produits et services de Vivala ont été vraiment conçus autour de ce programme-là, que ce soit les Donc, conférences, les formations. Donc, ton livre est fait sous forme d'une démarche auto-évaluation et oui, tout à fait. auto-reprogrammation. Et oui, tout à fait, c'est éducatif et ludique à la fois. On a une action à poser à chaque jour pour pouvoir vraiment rentrer en réflexion avec sa façon de consommer le numérique, mais également avoir des pistes, des solutions, parce que c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi quand j'ai lancé Vivala. Il y en a plein des livres sur la cyberdépendance, l'hyperconnectivité, mais c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des pistes de solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on le sait? Donc, c'est vraiment toute la mission de Vivala. On apporte des outils concrets, que ce soit via le livre ou via également nos services accompagnement conférences et Et formations. j'imagine qu'on peut se le procurer sur ton site Oui, que l'on voit à l'écran. tout à fait. Sur mon site en ligne, il est entièrement conçu au Québec et imprimé sur du papier recyclé. C'était un défi d'entrepreneur de faire un bel ouvrage. Bien, merci. Si tu le permets, je vais juste reprendre l'écran. J'imagine que si je le fais Oui, comme bien sûr, je ça, peux le fermer si tu veux. oui, Hop, ça va me permettre fantastique. simplement de clôturer cette rencontre-là, hein, pour dire aussi que s'il y a des personnes qui sont intéressées, on va remercier en tout cas les personnes qui ont été avec nous et qui pourront
revisiter la présentation live sur YouTube. Puis, on va déjà pouvoir l'arrêter. Est-ce que tu peux, Karima, de ton côté? Donc, ici, simplement pour notre infolette. Et puis, encore une fois, merci d'avoir été là. Vos commentaires, en cliquant, vous pourrez répondre à la petite enquête de satisfaction. Et puis, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde avec une bonne déconnexion numérique pour profiter de vos invités ou de vos hôtes si vous êtes vous-même invité pour les prochaines semaines à partager des bons moments en famille ou entre amis. Donc, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Joanne, pour cette occasion de parler, de faire une petite introduction au bien-être numérique et à l'hyperconnectivité, puis au plaisir d'interagir. Bien, sûrement qu'on aura l'occasion de te réinviter à une autre période où il y a un petit peu moins d'achalandage et pour lequel aussi tu peux offrir tes propres formations. Donc, on se dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.